Imaginez ça. On est en Caroline du Sud, printemps 1985. Les magnolias sont en fleurs, l'air sent l'herbe coupée, et la chaleur commence déjà à coller à la peau. Tout semble paisible, jusqu'au jour où deux petites filles disparaissent en plein jour, à quelques kilomètres l'une de l'autre. Et derrière ces disparitions, il y a un seul homme, Larry Gene Bell. Un type banal, employé de supermarché, père de famille divorcé, 36 ans, sourire timide, mais qui cache une rage froide capable de glacer le sang. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire inventée pour faire frissonner. C'est réel. C'est arrivé. Et quand vous saurez comment cet homme a joué avec la police, avec les familles, avec la mort elle-même pendant des semaines entières, vous ne pourrez plus détacher vos yeux de l'écran. Parce que ce cas-là, c'est le pire mélange. Un prédateur intelligent, sadique, et qui adore être au centre de l'attention. Prêt? On commence maintenant. 17 mai 1985. Shari Smith, 17 ans, blonde, capitaine des cheerleaders, future infirmière, sort de la boîte aux lettres familiale à Lexington. Elle est à 2 jours de son bal de fin d'année. Sa petite sœur Dawn attend dans la voiture. Shari fait signe. 2 secondes, je prends le courrier. Elle ne reviendra jamais. La voiture reste là, portière ouverte, moteur allumé. Aucun cri, aucun témoin, juste rien. 3 jours plus tard, la famille Smith reçoit un appel. Une voix d'homme, calme, posée, presque douce. Il dit qu'il appelle du royaume des morts. Il lit une lettre qu'il prétend avoir dictée par Shari elle-même, son dernier testament. Chaque mot est précis, terrifiant de réalisme. Il décrit ce qu'elle porte, ce qu'elle a mangé le matin, des détails que seul quelqu'un qui l'a observé pendant des heures peut connaître. Et à la fin, il ajoute « Elle est avec moi maintenant, et elle ne souffre plus ». Les parents s'effondrent. La police pense d'abord à un canular cruel. Mais quand ils retrouvent le corps de Shari 2 semaines plus tard, à 30 km de chez elle, dans un champ, toutes les descriptions correspondent. Mains liées avec du ruban adhésif argenté, yeux fermés avec le même ruban, un téléphone portable de l'époque collé sur la tempe, comme si elle appelait encore l'au-delà. Mais le pire, c'est que Larry Gene Bell ne s'arrête pas là. Le 31 mai, soit 14 jours exactement après Shari, une deuxième petite fille disparaît. Debra May Helmick, 9 ans, enlevée devant chez elle à Columbia, pendant qu'elle jouait avec son frère. Même mode opératoire, même silence, même terreur. Et là, Bell passe à la vitesse supérieure. Il appelle la famille Smith presque tous les jours, parfois à 3 heures du matin. Il laisse des messages interminables sur le répondeur. Il chante, il pleure, il décrit ce qu'il fait au corps. Il dit qu'il les aime. Il demande si on l'aime aussi. Il donne des indices volontairement tordus, comme un jeu. Il signe « Votre admirateur secret » ou simplement « Elle ». La police enregistre tout. Des centaines d'heures de bande. Et petit à petit, ils comprennent. Cet homme veut être célèbre. Il veut qu'on parle de lui pour toujours. Juin 1985. La Caroline du Sud entière retient son souffle. Les journaux ne parlent que de ça. Les chaînes de télé interrompent leur programme pour diffuser les derniers appels du « monstre aux voix douces ». Les parents gardent leurs enfants à l'intérieur, rideaux tirés, portes verrouillées à double tour. Et pourtant, au milieu de cette panique, Larry Gene Bell, lui, s'amuse comme jamais. Il appelle désormais presque tous les jours. Parfois à 2h17 du matin, parfois à l'heure du dîner, quand il sait que toute la famille est réunie autour de la table. La voix est toujours la même, calme, presque caressante, avec cet accent traînant du Sud qui rend tout encore plus glaçant. Il se présente sous différents noms, ton ami, l'homme du crépuscule, ou simplement, lui. Il demande si on a bien écouté la dernière cassette qu'il a laissée dans la boîte aux lettres des Smith. Oui, il dépose des cassettes. Des accepts de 90 minutes, emballés dans des sacs plastiques, avec des titres écrits au feutre rouge. Conversation avec un ange. Les pleurs de Debra. Partie 3. Derniers instants de Shari. Quand les enquêteurs les écoutent pour la première fois, plusieurs sortent de la salle en vomissant. On entend la petite Debra May Helmick, 9 ans à peine, supplier pendant 47 minutes d'affilée. Elle répète « Je veux ma maman », jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, puis un simple souffle. Et en fond, la voix de Bell qui lui murmure des choses. Des phrases qu'aucun adulte ne devrait jamais dire à une enfant. À un moment, il lui demande de chanter une chanson qu'elle apprenait à l'école. Elle chante, tremblante.
Il applaudit. Il dit « Bravo ma puce, tu seras toujours ma petite star ». Mais Bell ne se contente pas de torturer les familles. Il joue aussi avec la police. Il leur donne des indices tordus, juste assez précis pour qu'ils courent partout, juste assez faux pour qu'ils perdent du temps. Il dit « Le corps de Debra est là où les trains ne passent plus ». Les enquêteurs fouillent pendant des jours les anciennes voies ferrées désaffectées. Rien. Puis il rappelle « J'ai dit où les trains ne passent plus, mais où les souvenirs passent encore ». 2 semaines plus tard, on retrouve Debra dans le cimetière abandonné de l'ancienne ligne Charleston-Augusta, attachée à une tombe d'enfant datant de 1918. Le shérif Lexington, Buffalo, Metz n'a plus dormi depuis 15 jours. Il a maigri de 10 kilos. Il a fait installer un magnétophone géant dans le salon des Smiths, branché directement sur le central. Chaque appel est enregistré, analysé, décortiqué mot par mot. Il passe les bandes au ralenti, à l'envers, avec des filtres. Et là, un technicien remarque un détail. Dans l'un des appels, on entend très faiblement, en arrière-plan, le son d'une cloche d'église. Une cloche très particulière, avec une fêlure reconnaissable. Il ne leur faut que 6 heures pour identifier l'église baptiste de Gilbert, à 20 minutes de Lexington. Le 24 juin, ils placent la cabine téléphonique sous surveillance 24 heures, 24. Et le 26 juin à 23h47, une Oldsmobile Cutlass bleu foncé s'arrête. Un homme en sort, sweat à capuche, casquette baissée. Il compose le numéro des Smiths. L'équipe d'intervention bondit, mais l'homme est déjà reparti. Il retrouve seulement la cabine encore tiède et une empreinte parfaite de pouce sur le combiné. Le lendemain matin, l'empreinte parle. Larry Jane Bell, 36 ans, domicilié chez ses parents à Columbia, casier pour exhibitionnisme, tentative d'enlèvement en 1977, classé, sans suite, et une condamnation pour agression sexuelle, sur mineur, en 1981. Le 27 juin 1985, à 6h12 du matin, une dizaine de voitures banalisées encerclent la petite maison en briques des Bell. Larry est en train de prendre son petit déjeuner. Céréales et lait. Quand les agents entrent, il lève à peine les yeux et dit simplement « Je savais que vous viendriez aujourd'hui. J'ai rêvé de vous. » Pas de résistance. Il tend les poignets pour les menottes, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. La perquisition dure 3 jours. Ce qu'il trouve glace le sang même aux policiers les plus endurcis. Dans sa chambre, 312 cassettes audio soigneusement étiquetées avec les noms de jeunes filles, certaines datent de 1975. Des mèches de cheveux dans des petits sachets plastiques avec date et lieu. Des centaines de photos volées. Enfants à la sortie d'école. Adolescentes à la plage. Prises avec un téléobjectif. Un carnet intitulé « Mes anges » où ils notent leurs prénoms, leurs horaires, la couleur de leurs sous-vêtements vérifiés plus tard, exact. Et surtout, tout au fond d'un placard, le téléphone portable de Shari Smith, encore maculé de boue et de sang séché. Mais le pire est dans le garage. Une remise fermée à double tour. À l'intérieur, un matelas taché, des chaînes fixées au sol, des bougies consumées, et une croix en bois fabriquée maison avec des inscriptions gravées. Ici repose mon amour éternel. Les experts scientifiques confirmeront plus tard que c'est là qu'il a gardé Shari pendant 13 jours, et Debra pendant 9. Lors des premiers interrogatoires, Bell est d'un calme olympien. Il demande un coca, une cigarette, et commence à parler. Mais jamais directement. Il dit qu'il est habité par une entité, nommée Génération, ou parfois Bill. Que c'est cette entité qui a fait tout ça. Qu'il n'est qu'un réceptacle. Il sourit tout le temps. Un sourire timide, presque enfantin. À un moment, il demande à l'inspecteur « Vous pensez que je suis fou ? Non. Je suis juste, complet. Pour la première fois de ma vie. » Puis il fait quelque chose qui restera dans les annales. Il demande à voir Dawn Smith, la sœur cadette de Shari, 15 ans à l'époque. Les enquêteurs refusent d'abord. Mais Dawn insiste. Elle veut comprendre. Elle veut le regarder dans les yeux. La rencontre a lieu dans une salle d'interrogatoire, sous haute surveillance. Bell est menotté à la table. Quand Dawn entre, il se lève à moitié, s'incline légèrement et dit d'une voix douce « Tu es encore plus belle que ta sœur. Si j'avais su que tu existais, j'aurais commencé par toi. » Dawn ne pleure pas, elle le fixe et répond « Tu vas brûler en enfer. » Bell sourit plus grand. « Peut être, mais je t'emmènerai avec moi. » Les preuves sont accablantes. Fibres de moquette de sa voiture retrouvées sur les 2 corps, traces de son sperme, empreintes de chaussures. Et surtout les cassettes. Sa voix est identifiée à 100% par spectrographe vocal. Même son avocat commis d'office, pourtant habitué au cas perdu, dira plus tard « Je n'ai jamais vu un dossier aussi béton. » Pourtant Bell refuse de plaider la folie.
Il renvoie 2 avocats qui veulent aller dans cette direction. Il veut un procès public, médiatisé, grandiose. Il veut que le monde entier sache son nom. Et il va l'avoir. Le procès pour le meurtre de Shari Smith commence le 10 février 1986 au tribunal de Lexington. La salle est pleine à craquer. Les chaînes nationales sont là. Bell arrive en costume sombre, cheveux bien peignés, sourire aux lèvres. Quand on lui demande s'il plaide coupable ou non coupable, il répond d'une voix claire. Non coupable. Parce que ce n'est pas moi. C'est l'amour qui a tué. Et l'amour n'est jamais coupable. Pendant 15 jours, les jurés vont entendre les cassettes. Les cris, les pleurs, les rires de Bell. Plusieurs jurés quittent la salle en pleurant. À la fin, le procureur joue l'enregistrement où l'on entend Shari supplier. « S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez. Laissez-moi juste dire au revoir à ma famille. » Bell, dans le box, ferme les yeux et bouge les lèvres, comme s'il revivait la scène avec plaisir. Le verdict tombe le 28 février 1986. Coupable. Peine de mort. Bell applaudit lentement. Il se tourne vers les parents de Shari et articule sans son. « Merci. » 6 mois plus tard, 2e procès pour Debra May Helmick. Même scénario, même verdict. Double condamnation à mort. Le 1er mai 1986, Larry Gene Bell franchit pour la première fois la porte du couloir de la mort de la prison de Broad River. Il a 37 ans. Il lui reste exactement 10 ans, 5 mois et 3 jours à vivre. Mais pour lui, le spectacle ne fait que commencer. 1er mai 1986. Les portes blindées de Broad River Correctional Institution se referment derrière Larry Gene Bell avec un bruit sourd qui ressemble à un point final. Cellules d'Accept. Couloir de la mort. Caroline du Sud. 6 mètres carrés, néon blanc 24 heures sur 24, odeur de désinfectant et de peur. Les autres condamnés l'appellent déjà l'homme aux cassettes. Lui, il sourit, s'installe sur le lit métallique et demande immédiatement du papier et un crayon. Le gardien de service, un vieux routier nommé Curtis, lui répond « T'auras rien tant que t'as pas signé le règlement. » Bell signe sans lire. Et dès le lendemain, les lettres commencent à pleuvoir. Il écrit aux parents de Shari et de Debra. Des lettres de 10, 15 pages. Il leur raconte ses journées, leur demande des nouvelles de la famille, joint des poèmes d'amour dédiés à mes petites princesses. Il dessine leur portrait de mémoire avec une précision effrayante, la forme exacte des yeux de Shari, la fossette de Debra quand elle souriait. Les familles refusent de les ouvrir. Elles les transmettent directement au shérif Metz, qui les classe dans des pochettes, preuves complémentaires. Mais Bell sait qu'elles finissent quand même lues. Et c'est tout ce qu'il veut. Année 1986 à 1989, il devient la star du couloir. Il parle peu aux autres détenus, mais quand il parle, tout le monde écoute. Il connaît les dates d'exécution de chacun mieux qu'eux-mêmes. Il prédit même, à 3 jours près, quand un appel sera rejeté. Certains le croient doté d'un don. D'autres pensent simplement qu'il lit le journal plus attentivement que personne. Il change de religion comme de chemise, baptiste un mois, bouddhiste le suivant, puis témoin de Jéhovah, puis juif messianique. Il demande une menorah, puis un bol de méditation tibétain, puis une Bible King James en cuir. Les gardiens finissent par lui dire « Choisis-en une, Bell, on n'est pas un magasin. » Il rit. Dieu, lui, a plusieurs visages. Il commence à recevoir du courrier de l'extérieur. Des femmes, des dizaines. Certaines lui envoient des photos en lingerie, d'autres des mèches de cheveux, d'autres encore des propositions de mariage. Il répond à toutes, avec la même écriture soignée, les mêmes formules. « Tu ressembles à mon ange perdu. » Une correspondante de l'Ohio, Sandra, 24 ans, vient même le visiter 3 fois. Elle dira plus tard au journaliste « Il a des yeux qui vous regardent vraiment. On sent qu'il vous voit jusqu'au fond de l'âme. » Elle ignorait qu'il gardait sa photo dans le même dossier que celle de Shari et Debra. Premier gros revers judiciaire. La Cour suprême des États-Unis refuse de se saisir de son dossier. Il reste calme. Il écrit une lettre de 16 pages au juge, qu'il termine par « Merci de m'avoir rapproché de mes petites amoureuses. » Le greffier la classe sans commentaire. Il commence à peindre. Des aquarelles. Toujours le même motif. Une petite fille blonde ou brune, debout dans un champ de marguerites, les yeux fermés, un ruban adhésif argenté sur la bouche. Il les signe, elle, et les vend, illégalement, par l'intermédiaire d'un gardien corrompu. Certaines se retrouvent sur eBay des années plus tard, à 800 $ pièce. Les familles des victimes intentent un procès pour empêcher la vente. Elles gagnent. Bell hausse les épaules. L'art appartient au monde. Il demande à être transféré dans la Death Watch, la section des condamnés dont l'exécution est programmée dans les 6 mois. Sa demande est refusée.
Il lui reste encore trop d'appels. Il fait alors une grève de la faim de 32 jours. Pas pour protester, juste pour sentir ce que mes petites filles ont ressenti quand elles avaient faim. Il perd 22 kilos. Les médecins le réalimentent de force. Il sourit. Merci. C'était délicieux. Janvier 1996. Dernier appel rejeté par la Cour suprême de Caroline du Sud. Le gouverneur David Beasley reçoit la demande d'exécution. Il la signe le 14 mars. Date fixée. 4 octobre 1996. 18 heures. Dès que la nouvelle tombe, Bell change. Il devient presque joyeux. Il demande à rencontrer le directeur de la prison. Il lui dit « Je veux que tout soit parfait ». Il choisit lui-même son dernier repas. Homard thermidor, crevettes frites, steak saignant, pommes de terre rissolées, salade César, et une part de tarte aux noix de pécan avec crème fouettée. Exactement le menu que Shari Smith avait prévu pour le dîner après son bal de fin d'année. Le cuisinier de la prison refuse d'abord. « On n'a pas de homard ici. » Bell répond « Alors faites venir. C'est ma dernière volonté. » L'administration finit par céder. Le homard arrive surgelé de Charleston, 30 septembre 1996. Transfert vers la Death House, la petite maison carrée à l'intérieur de la prison où l'on passe les dernières 72 heures. Cellule immaculée, lit en métal, Bible, téléphone mural qui ne sert qu'à appeler l'avocat. Bell refuse le sédatif habituel. Il veut être lucide jusqu'au bout. 2 octobre. Il reçoit une lettre, une seule, de Dawn Smith, désormais âgée de 26 ans, mariée, mère d'une petite fille. Elle a écrit 3 lignes. « Tu as détruit ma famille, tu as volé ma sœur. » Le 4 octobre, justice sera enfin rendue. Bell lit la lettre 10 à 7 fois. Il la plie soigneusement, la glisse dans la Bible au chapitre des psaumes, et dit au gardien « C'est la plus belle lettre qu'on m'ait jamais écrite. » 3 octobre. Il passe la journée à écrire. Des dizaines de pages. Il demande qu'on les remette à « qui de droit ?» après sa mort. Les gardiens pensent que c'est un testament. En réalité, ce sont des lettres d'amour posthumes à Shari et Debra. Il termine la dernière à 23h47 et ajoute en bas de page « À demain, mes anges. 4 octobre 1996. » Le jour est là. 6h00. Réveil. Il fait 20 pompes, se lave avec le savon minuscule fourni, enfile la combinaison orange neuve. Il refuse le petit déjeuner. 10h00. Visite du directeur et du chapelain. Il refuse le chapelain. Dieu et moi, on s'est déjà tout dit. Il demande juste un coca bien frais. On le lui apporte. 14h00. Dernière douche. Il chantonne « You are my sunshine » sous l'eau froide. 16h30. On lui apporte le repas. Le homard est décongelé à la va-vite, les crevettes trop cuites, mais il mange tout, lentement, avec application. Il laisse la tarte pour la fin. Il la savoure cuillère par cuillère, les yeux fermés. À la dernière bouchée, il dit doucement « Merci Shari. » C'était parfait. 10 à 7h45. On lui rase le crâne et la cheville droite pour les électrodes, au cas où l'injection échouerait. Il plaisante. Ça me rajeunit. 10 à 8h00. Les témoins arrivent derrière la vitre. Robert et Hilda Smith, parents de Shari. Dawn et son mari, les parents de Debra Helmick, le shérif Metz, 3 journalistes, le procureur. 14 personnes en tout. 10 à 8h07. On vient le chercher. 2 gardiens costauds. Il marche sans aide, tête haute. Le couloir fait 25 mètres. Il compte les pas à voix basse. À mi-chemin, il s'arrête, se retourne vers les cellules des autres condamnés et lève la main en signe d'au revoir. Plusieurs tapent sur leurs barreaux en rythme. Une ovation macabre. 10 à 8h11. Il entre dans la chambre d'exécution. Lumière crue. La table en croix. Les sangles en cuir. Il s'allonge de lui-même. Il aide même le technicien à ajuster les bracelets. Quand on lui pose le cathéter dans le bras, il dit « Faites attention, j'ai les veines fragiles. » 10 à 8h14. Le rideau s'ouvre. Il regarde les témoins un par un. Quand ses yeux croisent ceux de Dawn, il sourit et articule sans son « Je t'aime ». Dawn ne cille pas. Le directeur demande « Larry Jean Bell, avez-vous des dernières paroles ?» Il prend une grande inspiration. Sa voix est claire, posée, presque tendre. « À mes petites amoureuses, Shari et Debra, je viens enfin vous rejoindre. À vous tous ici. Je ne vous ai pas. Je n'ai jamais haï personne. L'amour, quand il est trop grand, il brûle tout. J'ai brûlé. Vous avez brûlé. Que Dieu, s'il existe, vous pardonne. Et s'il n'existe pas, alors on se retrouvera tous dans le néant, et ce sera doux. Un silence total. 10 à 8h17. Le directeur fait un signe.
Les 3 seringues plongent. Première, pantotale sodique. Il ferme les yeux. Seconde, bromure de pancuronium.